On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Et Antoine Mariotti. Bonjour Antoine. Bonsoir Raphaël. Au sommaire, Israël annonce que 93 camions d'aide humanitaire de l'ONU sont entrés dans Gaza, mais compte amplifier ces mouvements de troupes et s'emparer de nouveaux territoires dans l'enclave. Les réactions d'un certain nombre de pays continuent. Le Royaume-Uni suspend notamment un accord de commerce bilatéral. L'Union européenne, elle va lever toutes les sanctions économiques encore en vigueur contre la Syrie, alors que le secrétaire d'État américain Marco Rubio met en garde contre le risque d'une guerre civile à grande échelle dans le pays dans les prochaines semaines. C'est tout de suite, on va plus loin. Benyamin Netanyahou l'a dit hier, Israël entend prendre le contrôle de la bande de Gaza dans sa totalité. Les frappes aériennes de ces dernières heures auraient fait au moins 44 morts. L'armée israélienne assure poursuivre un membre du Hamas. Elle indique avoir frappé une centaine de cibles qualifiées de terroristes à Gaza ces dernières 24 heures. Une détermination qui n'est pas du goût des Occidentaux. Après leur mise en garde hier, le Royaume-Uni est le premier à agir en suspendant les négociations sur un accord de libre-échange avec Tel Aviv. Lucas de Villepin. Devant les parlementaires à Westminster, le gouvernement britannique met ses menaces à exécution. Alors qu'Israël poursuit son offensive à Gaza, Londres décrète ses premières mesures de rétorsion. J'annonce aujourd'hui la suspension des négociations avec le gouvernement israélien sur un nouvel accord de libre-échange. Nous examinerons la coopération avec lui dans le cadre de la feuille de route bilatérale 2030. Les actions du gouvernement Netanyahou ont rendu cette décision nécessaire. Taper l'État hébreu au portefeuille, une décision discutée à Bruxelles par les partenaires européens qui pourrait rapidement emboîter le pas du Royaume-Uni. Les Pays-Bas ont proposé le réexamen de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Nous avons soutenu cette initiative. La Suède propose, elle, de sanctionner directement les ministres les plus extrémistes du gouvernement israélien, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich en tête. Des menaces rejetées en bloc par l'État hébreu. Les pressions extérieures ne détourneront pas Israël de sa voie, qui est de défendre son existence et sa sécurité contre des ennemis qui cherchent à le détruire. De son côté, le Qatar, médiateur entre Israël et le Hamas, ne peut que constater l'impasse dans les négociations en cours à Doha et ajoute que l'offensive de l'État hébreu compromet toute chance de paix à Gaza. Et direction Jérusalem, Stéphane Amar, c'est tout le paradoxe de cette situation. Benyamin Netanyahou s'est dit ouvert à un accord pour mettre un terme à l'offensive israélienne. Oui, absolument, mais c'est un accord sous conditions et ces conditions sont bien sûr inacceptables pour le mouvement islamiste palestinien Hamas. Il réclame l'exil de ses principaux dirigeants, la démilitarisation de la bande de Gaza, soit en fait l'éradication du Hamas en tant que mouvement politique et militaire régnant sur la bande de Gaza depuis maintenant 2006-2007. Ce sont donc des conditions extrêmement dures qui ont été posées par le Premier ministre israélien, qui poursuit assez logiquement sa politique depuis le 7 octobre, c'est-à-dire qu'elle vise, vous l'avez dit, à la réoccupation de la bande de Gaza, mais également à l'éradication du Hamas. Et malgré les pressions internationales, malgré en tout cas les pressions européennes, il n'y a aucune inflexion sur le terrain. L'offensive continue, elle s'intensifie même. Ce qui compte essentiellement pour Benyamin Netanyahou et pour Israël, c'est le soutien des Américains, le soutien bien sûr logistique, c'est-à-dire militaire, la fourniture des armes et des munitions, mais également le soutien diplomatique. Et pour l'instant, eh bien, ce soutien, malgré quelques tensions, ne se dément pas. Vous restez avec nous, Stéphane, Patricia Lémonière. On est loin des conditions propices à une négociation. En tout cas, le soutien américain qui pourrait amener un peu plus de souplesse chez Benyamin Netanyahou ne semble pas être existant pour l'instant. Donc il n'y a pas de pression américaine. La politique américaine dans le Proche et Moyen-Orient n'a rien à voir, est totalement finalement dissociée d'Israël. C'est-à-dire qu'on a vu le traité avec les Houthis, on a vu les discussions avec l'Iran en cours, on voit la reconnaissance du président par intérim syrien, ex-djihadiste, etc.
toute cette inflexion de la politique américaine au Proche-Orient, les Américains qui discutent directement avec le Hamas pour faire libérer un de leurs otages, n'a rien à voir avec la politique américaine vis-à-vis d'Israël. L'Amérique reste l'allié par excellence d'Israël pour l'instant, et je ne vois pas pourquoi ça devrait changer. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire changer Donald Trump? Ça devrait être une pression finalement intérieure américaine venant de la population et de son électorat, et on n'en est pas là pour l'instant, même si il y a un mécontentement qui peut s'exercer, mais il s'exerce comme si c'est toujours exercé chez les démocrates. Il n'est pas du tout dans l'électorat MAGA pour l'instant, ce mécontentement. Donc, la politique, à mon avis, je peux me tromper, je préférerais me tromper d'ailleurs, de Donald Trump ne va pas évoluer en ce qui concerne la livraison des armes. On a bien vu une seule chose. En revanche, je suis certaine que l'acheminement des vivres auxquels on assiste aujourd'hui, on est passé de 3 camions à 90, il y a bien sûr la pression européenne, mais la pression européenne est secondaire. Il y a forcément par derrière une pression américaine. Mais elle est très... 90 camions, ce n'est pas les 600 qu'il y avait avant. Vous évoquiez ces négociations américaines unilatérales avec les Houthis. Et même le Hamas. Les Houthis qui menacent le port israélien de Haïfa d'un blocus naval et préviennent qu'ils pourraient s'en prendre, cibler les navires qui s'y rendraient. Antoine Mariotti, ce faisant, est-ce que ça ne risque pas d'être une pierre dans le jardin des Américains qui avaient négocié un cessez-le-feu avec les Houthis? Oui, mais ils le savent très bien. Les Houthis ont refrappé en direction d'Israël depuis l'accord sans que les Américains ne bougent particulièrement. Donc en effet, c'est assez dissocié. Il y a une volonté de toute façon de l'administration américaine de soutenir, c'était la même chose avec les démocrates d'ailleurs, de soutenir quoi qu'il arrive Israël. Et en effet, ce qui peut potentiellement changer un Donald Trump, c'est qu'il y ait une pression interne aux États-Unis. Je rejoins Patricia, qui soit suffisamment forte. On ne voit pas trop d'où elle viendrait pour l'instant. Ça peut aussi être s'il y avait en interne en Israël une levée de bouclier contre Benjamin Netanyahou extrêmement importante. On voit aujourd'hui qu'il y a certes une levée de bouclier importante contre Netanyahou, mais qu'il y a quand même un pays qui est très divisé, qu'une partie qui le soutient. C'est-à-dire que vous avez même des gens qui habitaient dans ces kibboutz près de la frontière avec la bande de Gaza, qui étaient grosso modo quand même plutôt des kibboutz de gauche, plutôt ouverts, plutôt à vouloir la paix, et certains qui ont été tellement meurtris, et comment ne pas les comprendre, qui aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de ça. Je lisais dans le supplément du Monde cet article d'Annick Cogent il n'y a pas très longtemps, où quelqu'un qui était engagé depuis des décennies, qui disait non, aujourd'hui, il n'y a plus que des terroristes dans la bande de Gaza, c'est pas vrai, il n'y a pas d'innocents. Donc oui, ça a tellement polarisé tout ça. Le problème, c'est que le 7 octobre a été une telle catastrophe que ça a complètement polarisé les Israéliens, ça, en tout cas une partie importante, et que tout ce qui se passe dans la bande de Gaza depuis est une telle catastrophe, une telle ignominie, que ça radicalise aussi l'autre côté. Donc c'est là où c'est compliqué. Et c'est là où d'ailleurs, même si ce n'était pas la question, ce sera une partie de ma réponse, pardon, mais la conférence dont on parlera peut-être, mais pendant laquelle la France notamment envisage de reconnaître un État palestinien, est-ce qu'elle n'arrive pas un peu tôt? Est-ce que ce n'est pas un argument qui aurait pu en effet entraîner des pays arabes à reconnaître Israël, ce qui est la volonté d'Emmanuel Macron, que ce soit dans les deux sens? Là aujourd'hui, c'est trop tôt pour que ça puisse fonctionner. Stéphane Amar, on évoquait les pressions, alors pressions américaines. Pour l'heure, on ne voit pas de pression venant des États-Unis sur Israël. On voit bien, en revanche, celle d'un certain nombre de pays. Ils étaient 22 hier tout de même, à appeler à une cessation immédiate de cette offensive et au retour de l'aide. Et certains, comme les Français, les Britanniques ou encore les Canadiens, ont des termes extrêmement forts vis-à-vis d'Israël et de Benjamin Netanyahou. S'agissant des Israéliens, leur isolement croissant, la perspective de sanctions comme celle que viennent de prendre les Britanniques, est-ce que cela va avoir une influence sur eux? Est-ce que ça ne risque pas tout de même, au bout du compte, de les faire tout de même fléchir? Alors, ils ont fléchi sur l'aide humanitaire parce que durant 2 mois et demi, il y avait une opposition ferme sur cette question de la part de Benjamin Netanyahou. Mais c'est parce que les États-Unis ont fait part de leur inquiétude sur la situation humanitaire. Ils ont eux-mêmes... comment dirais-je, demander instamment à Israël, et même Donald Trump s'est ému de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Mais les autres pressions, comme je vous le disais, sont pour l'instant complètement inefficientes. Alors, pourquoi est-ce qu'Israël a cédé ? On a perdu Stéphane Amar. Stéphane qui évoquait ces 93 camions d'aide humanitaire qui sont rentrés. C'est quand même ça la nouvelle du jour. C'est important ?
C'est un cinquième de ce qui passait auparavant quand même. Un cinquième de ce qui passait auparavant, qui n'était déjà pas l'idéal. Ce qui est intéressant, c'est que là, dans cette livraison et ces passages de camions, Israël traite avec les Nations Unies. Elle ne traite pas, pour l'instant, parce que vous savez, il y avait tout un programme qui était mis en place, que tout ce qui allait être désormais donné à la bande de Gaza en termes de vivres serait traité en quelque sorte par des sociétés privées américaines qui, sur le terrain, seraient chargées finalement de surveiller la répartition de cette aide, puisqu'Israël accuse le Hamas de détourner cette aide. Franchement, il n'y a pas que le Hamas, il y a des gangs qui se sont installés dans Gaza, parce que quand il y a du chaos, il y a des gangs dans tous les conflits, et c'est eux en fait qui détournent l'aide et qui la revendent à des prix beaucoup plus élevés. Ceci dit, les ONG ont accès, quand elles recevaient des médicaments, les médicaments leur arrivaient directement. Donc Israël avait prévu, pour parfaire son discours autour du Hamas qui est surpuissant, effectivement, de faire gérer cette aide pour l'instant, ça ne se passe pas comme ça. C'était censé être la fin de l'UNRWA, oui, voilà. C'est pas le cas. Et c'était censé être la fin de l'ONU tout court, même, je veux dire, parce que les autres organisations de l'ONU, comme le PAM, etc., comme Israël avait dit la fin de l'UNRWA, toutes les autres organisations onusiennes avaient dit, si c'est la fin de l'UNRWA, c'est la fin de l'ONU. Même de nous. Donc voilà, c'était ça l'histoire. C'était pas la fin du PAM pour Israël, mais c'était le PAM qui s'était rapproché en soutenant l'UNRWA de cette position-là. Je suis d'accord. Juste pour rebondir sur Stéphane, que je vois qui est en train de revenir, mais qui a été coupé, le pauvre. Je suis totalement d'accord avec lui sur le fait que c'est le fait que les Américains ont un peu poussé qui a entrebâillé un petit peu le début d'aide humanitaire. Et on est vraiment à un tout début. On est à moins de 20% de ce qu'il y avait avant le 7 octobre. On l'a dit, c'était entre 5 et 600 camions par jour. Et aujourd'hui, les besoins sont tellement gigantesques qu'il en faudrait plus du double pendant de très longs mois. En revanche, les menaces de sanctions, les sanctions compris les Britanniques, sur les colons notamment. Ça ne va pas faire bouger le gouvernement israélien. Mais il faut quand même ne pas négliger, je pense, la sortie non seulement du Royaume-Uni, de la France et du Canada hier, avec un communiqué pour une fois extrêmement fort, avec des réelles menaces, à 2 reprises dans le communiqué, la menace de mesures concrètes, ce qui n'arrive jamais. C'est un tabou. Combien de fois j'ai interrogé des ambassadeurs ou des diplomates ou des ministres en me disant, non, mais vous savez, je leur disais, mais puisque vous jouez avec les sanctions sur les uns, pourquoi est-ce que c'est si tabou sur Israël? Et il y a toujours ce poids de l'histoire. Je me rappelle avoir demandé ça à une ambassadrice allemande une fois, elle m'a dit, pour nous, c'est inenvisageable, c'est pas possible, même si c'est faux, mais c'était pareil pour les autres, c'était pareil pour les Français ou autres. Et là, on a quand même l'Union européenne avec Kaja Kallas qui a confirmé ce soir que l'Union européenne allait réviser l'accord avec Israël pour réétudier, parce qu'il y a quand même 17 pays européens qui lui ont écrit, dont la France, pour lui demander de le faire, et avec la Belgique notamment qui dit qu'ils sont assez convaincus qu'Israël ne respecte pas les droits de l'homme. Là, on entre dans une autre phase, parce que si ce processus va jusqu'au bout, il peut y avoir des sanctions éventuelle contre Israël, et ce serait quand même une grande première, et Israël ne peut pas symboliquement vivre sous sanction en se prétendant être la seule démocratie du Moyen-Orient. Pour l'instant, on n'en est toujours pas là, et je pense que ça ne fait pas bouger d'un iota Benyamin Netanyahou, parce qu'il est aussi persuadé que l'Union européenne n'ira pas jusqu'au bout de ça, parce que si Donald Trump pense que les Européens sont des couards et des peureux, Netanyahou le pense aussi. Vous voulez réagir? Oui, enfin, moi je pense que les sanctions économiques vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis d'Israël, sont très importantes et sont une arme, en quelque sorte, assez massive. Parce que nous sommes le premier partenaire commercial d'Israël. Nous sommes devenus, avec cet accord qui est grosso modo signé depuis les années 2000, le début des années 2000, nous sommes le premier partenaire commercial. C'est en gros une forme de libre-échange économique entre les deux pays. Et en plus, au-delà de cet accord économique, il y a aussi toute l'aide envoyée par l'Europe vis-à-vis des territoires palestiniens. Si l'Europe décide de retirer cette aide aux territoires palestiniens, c'est Israël, en vertu des conventions en théorie internationale, qui est obligé de prendre en charge cette aide. Et tout ça, ça va commencer à faire des sacrés trous dans les finances, alors que la guerre coûte très cher à l'économie israélienne déjà. On a retrouvé, effectivement, vous le disiez, Antoine, en direct donc de Jérusalem. Je ne sais pas si vous nous entendez. Vous nous entendez, Stéphane Amar ? Si, je vous entends. Oui. Je vous entends très bien. Voilà, vous avez été interrompu effectivement sur les moyens de pression aujourd'hui sur le gouvernement israélien. Vous évoquiez sans doute les États-Unis. Oui, c'est-à-dire que ce sont les États-Unis qui ont débloqué cette situation. Benjamin Netanyahou l'a reconnu.
intéressant de noter, c'est que même Autriche, le ministre d'extrême droite, ministre des Finances, a cautionné ce retour de l'aide humanitaire, d'ailleurs à la grande colère de plusieurs de ses partisans, mais il l'a justifié en disant que c'était le seul moyen pour Israël de continuer cette guerre, c'est d'éviter une catastrophe humanitaire, car si une catastrophe humanitaire se produisait, eh bien Israël serait forcé d'arrêter les opérations. Or, la priorité absolue pour le gouvernement israélien, c'est de poursuivre cette guerre contre le Hamas et d'une certaine manière de la mener à son terme, en tout cas selon les buts de guerre affichés par Benyamin Netanyahou au lendemain des massacres du 7 octobre, c'est-à-dire encore une fois l'éradication du Hamas et la mise en place d'un gouvernement, d'une administration civile sous étroit contrôle israélien. Cela dit, je dois préciser que cet après-midi, eh bien, le ministère des Affaires étrangères israélien a reconnu que la situation diplomatique d'Israël n'avait jamais été aussi mauvaise, notamment avec les pays européens. Et c'est évidemment un véritable problème, comme on le disait à l'instant, un problème bien sûr économique, car les échanges économiques avec l'Europe, l'Union européenne sont très importants, mais également un problème politique. Ouais. Sur le front intérieur, il y a très peu de dissensions. Je dirais que la grande majorité des Israéliens, de droite comme de gauche, continuent de soutenir cette offensive, ce qui laisse aussi les mains libres à Benyamin Netanyahou, malgré des oppositions qu'on a pu voir. Merci Stéphane, on aura compris en tout cas l'essentiel du propos de Stéphane Amar. Autre question, tout de même, elle est d'importance parce qu'elle conditionne aussi beaucoup de la suite de cette guerre. Pourquoi, dans le contexte actuel, dans la situation dans laquelle se retrouve l'enclave palestinienne, le Hamas ne libère pas la vingtaine d'otages encore en vie ? Parce que c'est comme quand il y a un deal entre deux parties. Vous avez face deux extrêmes. Le gouvernement Benyamin Netanyahou, entouré de ses ministres d'extrême droite, est jusqu'au boutiste. Et vous avez face à lui une autre extrême. Et ce qui est dramatique, c'est que le jusqu'au boutisme israélien espérait que la population de Gaza se retourne contre le Hamas, en faisant, mais c'est pas les quelques manifestations auxquelles on a pu assister qui va faire en sorte que la population se retourne contre le Hamas. Et donc le Hamas est aussi jusqu'au boutiste. Et lui, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut, en échange de ces libérations, il veut des libérations de prisonniers, parce que c'est la stratégie du Hamas depuis toujours, de montrer qu'il est le seul groupe à vouloir et à pouvoir libérer des prisonniers palestiniens. Alors donc évidemment, face à ce dialogue de sourds, la situation reste dramatique pour la population et pour les civils palestiniens. Antoine Mariotti. Oui, je suis d'accord, ils veulent libérer des prisonniers, mais je pense qu'ils veulent aussi un accord qui soit un peu entériné par les États-Unis pour avoir certaines garanties, parce qu'ils ont bien vu que quand il y a eu un accord, qu'ils ont respecté leur part du deal, les Israéliens aussi, les Israéliens sont partis d'un coup avant même d'entamer la seconde phase, et d'ailleurs depuis, il n'y a plus d'otages qui sont libérés, alors qu'il y en a beaucoup qui auraient dû être libérés depuis. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement israélien. Et puis bon, n'oublions pas que le Hamas, ce ne sont pas des tentes, ce n'est pas une démocratie, c'est une organisation qui est terroriste, donc on n'est pas non plus sur le même, malheureusement, fonctionnement. Mais ils voient bien que si aujourd'hui ils libèrent tous les otages sans un accord qui soit un peu solide, robuste, ils peuvent derrière les libérer, mais se faire réattaquer par Israël de manière un peu plus large encore pour pouvoir s'en débarrasser, entre guillemets. C'est leur assurance vie. C'est un peu leur assurance vie, malheureusement, et c'est évidemment une situation absolument dramatique, à commencer pour les otages. Oui. Une semaine après Donald Trump, l'Union européenne, elle lève à son tour ses sanctions économiques contre la Syrie. Une demande qu'avait relayée aussi Emmanuel Macron, recevant Ahmed al-Shara, le président syrien de transition, au début du mois ici à Paris. L'Union européenne a déjà assoupli ses sanctions liées à l'énergie, au transport, aux bâtiments, facilitant par ailleurs les transactions financières. Ces mesures sont toutefois jugées insuffisantes par plusieurs pays européens pour contribuer réellement à la transition politique et au rebond nécessaire de la Syrie. Car oui, le pays est confronté au risque de plonger à nouveau dans la guerre civile, si l'on en croit le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Écoutez-le, c'était aujourd'hui devant le Sénat des États-Unis. En fait, nous estimons que franchement, le gouvernement de transition, compte tenu des défis auxquels il est confronté, est à quelques semaines, voire à quelques mois d'un effondrement potentiel et d'une guerre civile à grande échelle, c'est-à-dire d'un éclatement du pays. En quoi est-ce à ce point urgent d'aider la Syrie, Patricia Lemonnier ? Marco Rubio n'a pas complètement tort quand on regarde les événements qui se déroulent actuellement en Syrie. Reprise des attentats de l'État islamique, mise à prix de la tête du président par intérim syrien, toujours par l'État islamique,
difficulté des Kurdes à contenir les incursions de l'État islamique. Donc là, il y a une vraie menace. État islamique dont les cellules se sont regroupées, repliées dans les villes, donc dans les villes syriennes actuellement contrôlées par les anciens djihadistes devenus maintenant l'armée nationale syrienne en quelque sorte. Alors il y a ça. Puis il y a les problèmes avec les Kurdes qui n'ont toujours pas, ils ont signé un accord avec les autorités, mais n'ont pas rendu leurs armes et ne sont pas passés sur l'ombrelle en fait syrienne. Et il y a le problème avec les Druzes qui, eux, qui ont eu des affrontements très violents dans les villages druzes parce qu'ils ne veulent pas non plus passer sous la fourche caudine des autorités de Damas. Il y a aussi les Alaouites. Donc on voit bien qu'il y a dans tout le pays, il y a des communautés qui tirent, qui poussent vers l'éclatement, et l'État islamique joue là-dessus. Et imaginez-vous si demain, c'est ce qu'on appelle le moindre mal pour la Syrie, donc c'est le président Chara, si le président Chara devait être assassiné, eh bien effectivement, je ne suis pas loin de partager la vision de M. Rubio. C'est ça l'enjeu, le risque de guerre civile et de retour du terrorisme de l'État islamique ? Il y a ça, mais il y a ne serait-ce que le délitement du pays, parce qu'il faut quand même se rappeler que Bachar el-Assad a laissé un pays avec toutes les divisions que vient d'évoquer Patricia, mais aussi dans un état économique absolument désastreux, avec une part extrêmement importante de la population qui vit sous le seuil de pauvreté depuis longtemps, et qui était évidemment étouffée par toutes ces sanctions qui étaient évidemment pour faire plier la dictature sanguinaire de Bachar el-Assad. Et là où personne n'oublie qui est Ahmad al-Shara, il faut quand même pas oublier, c'était le leader d'Al-Qaïda, c'est pas une blanche-colombe, et il n'est pas devenu une blanche-colombe. Il a certes évolué, il a certes avancé, très bien, dont acte, attendons de voir jusqu'où ça va, et si ça tient, et tant mieux si ça tient. Mais là où Marco Rubio a aussi raison, c'est qu'il dit, voilà, si on n'essaye pas, c'est l'échec absolu. On sait que la Syrie va s'effondrer. Alors que si on le fait, si on lève ces sanctions comme les Américains l'ont fait la semaine dernière, comme les Européens l'annoncent aujourd'hui dans la foulée, parce que de toute façon, si les Européens le faisaient seuls, ça ne fonctionnait pas tant qu'il y avait les sanctions américaines, parce qu'on n'aurait pas pu investir, on aurait été sanctionné par les Américains. Eh bien, grâce à ça, potentiellement, ça peut fonctionner. Mais s'il n'y avait pas ça, c'était l'effondrement total. Et à partir du moment où vous avez aussi un effondrement économique que personne ne peut vivre, etc., ça accentue considérablement toutes les divisions ethniques et violentes qu'il peut y avoir dans le pays. Donc c'est un peu le moindre mal, en effet. C'est un peu une des seules cartes que l'on peut jouer pour tenter de sauver ce pays. Après, on est en 2015, ça veut dire après 14 ans quand même d'un désastre absolu, sans oublier les décennies de dictature auparavant. Est-ce que ça dissuadera Israël de poursuivre ses frappes, notamment sur la Syrie ? Est-ce que ça dissuadera l'Iran de tenter à nouveau d'y installer des bases arrière ? Le nouveau régime syrien dire qu'ils étaient prêts à s'accorder, à trouver un accord, quelque chose avec Israël, tellement ils sont aux abois. Ce qu'il faut dire, c'est que si... Donald Trump les dit prêt même à rejoindre à terme les accords d'Abraham. Voilà, donc on a beaucoup de bonne volonté, en tout cas manifestée. Mais il faut bien se rendre compte que si la Syrie explose, c'est-à-dire si Chara disparaît et qu'il n'y a personne d'autre qui a, je pense, sa stature pour prendre les rênes de l'État actuellement, c'est dramatique pour la région, parce que c'est tous les Kurdes en boomerang, Turquie qui actuellement essaye de stabiliser la question kurde, Irak derrière. Après, c'est l'État islamique qui peut renaître sur les cendres, parce que l'État islamique, il faut bien dire, il renaît quand il y a une situation chaotique. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Syrie, etc. Et donc là, il ne peut que prendre... Donc on a tout intérêt, effectivement, à miser sur le moins bon cheval pour garder cet État dans ses frontières actuelles, pour qu'il tienne au minimum le temps que les avoirs financiers soient débloqués, parce que c'est là ce qui va être débloqué, les avoirs financiers, et que des transactions financières avec des prêts bancaires puissent s'opérer, parce que vous avez totalement raison, si la machine économique se remet en marche, le travail va revenir, et quand on travaille, effectivement, on pense moins à rejoindre des groupes armés. Ce faisant, y a-t-il une possibilité, une tentative que la Syrie bascule dans le camp occidental, parce qu'on sait que la Russie n'a pas réduit ou perdu ses prétentions?
Oui, je n'irais pas jusqu'à dire basculer complètement dans un camp occidental. D'ailleurs, il est intéressant de voir que sur ces levées de sanctions, notamment européennes, la totalité n'est pas totalement levée. Sur tout ce qui est armement, par exemple, ou sur certains équipements, on voit qu'on a dit, bon, pour l'instant, on garde ça en place parce que ce n'est pas votre priorité, vous n'avez pas besoin. Ça montre aussi d'ailleurs qu'on est quand même un peu prudent. Si c'était un grand démocrate qui était arrivé, peut-être que ça aurait été plus simple sur ce côté-là. Donc, il y a une prudence, il y a une volonté de donner des gages de chaque côté et de dire on y va. D'ailleurs, il a quand même été reçu à l'Elysée, c'est pas rien. Ils ne se sont pas rencontrés à Chypre ou je ne sais où. Donc il y a une évolution. Et puis en effet, ça peut être intéressant d'ailleurs de voir les efforts qu'ils sont prêts à faire avec Israël pour venir sur ce sujet-là, parce que ça peut être aussi des gages pour les Occidentaux d'aller plus loin. Et en effet, il y a une volonté affichée, mais il y a aussi des petits gestes. Il y a par exemple ce fameux espion israélien qui a été pendu sur une place de Damas, Eli Cohen, il y a des décennies, en 1965, si ma mémoire est bonne, qui fait partie, qui a été adapté dans une série Netflix qui a rendu ça un petit peu populaire. Eh bien, ça fait des décennies, 60 ans précisément, ça fait jour pour jour, il y a 2 jours, qu'il a été pendu. Et les Israéliens n'ont jamais récupéré son corps, ni même ses affaires, les archives. Et ça a été récupéré le 18 mai, comme par hasard. Alors, les Israéliens nous disent que c'est une opération spéciale. On voit très bien que manifestement, ça a été facilité par le nouveau pouvoir syrien, que ça fait partie des petits gages, des petits gestes qui sont donnés, comme le fait de ne pas envoyer Donald Trump sur les roses quand il lui parle de rejoindre les accords d'Abraham, ce qui aurait été le cas il y a encore quelques temps. Merci beaucoup, Patricia Lémonière et Antoine Mariotti. On va plus loin, c'est terminé. Retour dans un instant de l'essentiel.